Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se pose une question cruciale. L'économie circulaire, est-ce que c'est un modèle économique réaliste ou est-ce que ça reste un peu une utopie? On va plonger dans une analyse stratégique, voir les promesses, les défis. L'idée, c'est de voir si ça peut vraiment remplacer notre système actuel. Alors, pour commencer, c'est quoi l'idée de base déjà? Sortir du schéma linéaire classique, c'est ça? Extraire, fabriquer, jeter? C'est exactement ça. Ce vieux modèle, hérité de la révolution industrielle qui pensait les ressources infinies. Enfin, une illusion quoi. L'économie circulaire, elle vise à maintenir la valeur des produits, des matériaux, le plus longtemps possible. Et ça repose sur trois piliers, pensés dès la conception. 1. Éliminer déchets et pollutions, directement à la source. 2. Faire circuler, produits, matériaux, mais à leur plus haute valeur. Donc réparer, réutiliser, bien avant de penser recyclage. Et 3. Régénérer les systèmes naturels, rendre à la nature. D'accord. Et le contraste avec notre système actuel, il est fort, j'imagine. Ah oui, saisissant. L'extraction mondiale de ressources, elle a triplé depuis 1970. Triplé. C'est fou. Et le paradoxe, c'est que le taux de circularité mondiale, lui, il a chuté. On est passé de 8,6% en 2020 à 7,2% en 2023. Ah oui, c'est contre-intuitif ça. Ça montre bien que le modèle linéaire, il est à bout de souffle. Il atteint ses limites planétaires. Et pour visualiser tout ça, on parle souvent du diagramme du papillon de la fondation Ellen MacArthur, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce papillon? Oui, ce diagramme est très parlant. Ce qui est fascinant, c'est qu'il montre une hiérarchie des actions. Il distingue bien les cycles biologiques, pour ceux qui retournent à la Terre, et les cycles techniques, pour les produits industriels. Et là, pour le technique, les boucles les plus courtes, les plus internes, maintenir, réutiliser, rénover, ce sont elles les plus efficaces. Elles préservent le maximum de valeur d'énergie. Donc on parle bien de garder le produit intact le plus longtemps possible. Exactement. Et le recyclage qu'on met souvent en avant, c'est en fait la boucle la moins souhaitable dans cette hiérarchie. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a une perte de valeur, ça consomme de l'énergie et souvent la matière se dégrade. C'est le fameux downcycling. On transforme une bouteille plastique en quelque chose de moins noble. Je vois. Il y a donc un vrai décalage entre l'image publique du recyclage roi et la réalité de l'impact. Oui, tout à fait. Le plus gros potentiel, il est bien avant, dans ces boucles de maintenance, de réemploi. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on y arrivait, à cette économie plus circulaire, quels seraient les bénéfices concrets? Mais ils sont multiples. Évidemment, l'environnement. Moins de pression sur les ressources. Faut rappeler que l'extraction, c'est lié à 90% de la perte de biodiversité. 90%? Oui, et puis contribution à la décarbonation, hein. Potentiellement moins 50% d'émissions dans certains secteurs en Europe d'ici 2030. Économie d'eau aussi. Économiquement, c'est aussi très fort. Création d'emplois locaux, non délocalisables. On parle de 810-900 équivalents de temps plein en France en 2021. C'est énorme! Et ça croît vite? Oui, 2,5% par an contre 0,7% pour l'emploi total. Et juste la réparation, ça crée 25 fois plus d'emplois que la mise en décharge. Incroyable! C'est aussi un facteur de résilience, d'autonomie face à la volatilité des prix des matières premières. Et socialement, ça peut aider le pouvoir d'achat, encourager une conso plus responsable. Le potentiel est clair, les bénéfices sont là, mais alors, pourquoi c'est si lent? On a pourtant des lois, comme la loi AGEC en France. Qu'est-ce qui bloque? Ah, les freins, ils sont nombreux et systémiques. C'est ça le problème. D'abord, culturel. L'état d'esprit linéaire, il est tenace. Le jeter, c'est facile. Oui, l'habitude. L'image du produit d'occasion est pas toujours top. Et puis le greenwashing, ça aide pas la confiance. Ensuite, économique. Le coût des matières vierges est souvent plus bas que celui des matières recyclées. Et le downcycling, ça rend le recyclage moins attractif économiquement. Logique. Techniquement aussi, ça coince. Beaucoup de produits sont pas du tout éco-conçus, pas faits pour être réparés. Pièces introuvables, batteries soudées, l'obsolescence. Le parcours du combattant pour réparer quoi que ce soit. Exactement. Et enfin, les politiques et réglementations. Elles favorisent pas assez la circularité. Les coûts externes, environnementaux, sont pas intégrés au prix. L'application des règles est parfois molle. On voit de la fraude dans les filières REP, la Cour des comptes européenne pointe des lenteurs. Et surtout un point clé. Les politiques se focalisent trop sur le recyclage, l'aval, alors que 80% de l'impact, il se joue à la conception, en amont. 80% à la conception.
C'est énorme comme levier potentiel. Mais du coup, malgré tous ces freins, il y a quand même des entreprises qui y arrivent, qui montrent que c'est possible. Ah oui, heureusement. Et ce sont des exemples importants. Schneider Electric, par exemple, a vraiment intégré la circularité. Ils ont des sites en France pour moderniser, réparer, reconditionner leurs équipements. Dans le textile Eileen Fisher, ils ont revendu presque 900 000 vêtements repris via leur programme de seconde main. Pas mal. Too Good To Go, que beaucoup connaissent, contre le gaspillage alimentaire, c'est un modèle circulaire qui cartonne. Et il ne faut pas oublier l'économie sociale et solidaire. Des initiatives locales géniales comme Enjouer pour les jouets ou Elle cartonne pour les cartons. D'accord, donc si on essaie de résumer, l'économie circulaire, c'est pas une chimère. Le concept est solide, même nécessaire, les bénéfices sont réels, des entreprises le prouvent. Mais la généralisation, le passage à l'échelle, ça patine. C'est tout à fait ça. La tension est là. La viabilité est prouvée par des pionniers, mais le passage à l'échelle est freiné. Pour accélérer, il faut un changement de mentalité, c'est sûr. Mais aussi des politiques publiques plus cohérentes, plus mordantes, qui ciblent vraiment l'éco-conception, le réemploi, la réparation. Pas juste le recyclage à la fin. Il faut suivre la hiérarchie du papillon. Rendre les bonnes boucles plus faciles, plus rentables. Exactement. L'innovation technologique est dans les modèles d'affaires est clé. Et pourquoi pas une fiscalité adaptée? Une sorte de TVA circulaire qui favoriserait les produits conçus pour durer, pour être réparés. Intéressant. Et pour laisser nos auditeurs avec une question, une piste de réflexion. Oui, une question qui me semble découler de tout ça. Si on admet que 80% de l'impact environnemental est joué dès la conception, est-ce qu'il ne faudrait pas que les réglementations se concentrent beaucoup moins sur la gestion des déchets en aval et beaucoup plus sur une obligation, une exigence forte de circularité par conception en amont, quitte à bousculer sérieusement les modèles économiques qu'on connaît? Voilà, matière à réflexion.